Ok. Alors aujourd'hui, nous parlons des blessures cachées du couple. Ce que vous ressentez mais n'osez pas dire. Donc, c'est le troisième jour de notre semaine qui dure 5 jours. Aujourd'hui, nous allons parler de la guérison émotionnelle. Beaucoup de couples souffrent, non pas uniquement à cause d'une mauvaise communication, non pas uniquement parce que l'argent manque, mais certaines blessures viennent du fond du cœur. Elles viennent du fait que des gens sont blessés profondément. Et cette blessure profonde a une incidence sur la relation conjugale. Et c'est pour ça que nous allons parler aujourd'hui des blessures cachées du couple, des blessures qu'on n'ose pas dire. On va parler aujourd'hui, on va travailler sur 5 blessures environ, mais il n'y en a pas que celle-là. Mais si on peut déjà nettoyer celle-là, on aura fait un grand pas. Moi, je suis Roger Fondé, pour ceux qui arrivent pour la première fois. Je suis coach et conseiller conjugal chrétien. Je suis auteur du livre 21 jours pour son conjoint. Mon email, rogerfondi, familleaccueil.net, roger.fondi, familleaccueil.net, ou alors vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. L'adresse qui est celle que j'utilise pour des raisons professionnelles. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi. Vous pouvez aussi utiliser cette adresse-là. 697 520 098. Donc, voilà un peu ce que nous allons partager aujourd'hui. Donc voilà exactement ma présentation. On va revenir plus en détail par la suite. Aujourd'hui, nous parlons des blessures. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la souffrance. Nous parlons vraiment de ce que les gens vivent. La majorité de couples souffrent mais n'osent pas le dire. Les conjoints sont tristes dans leur ménage mais n'osent pas le dire. Tu as des blessures cachées. Et ici, je veux te montrer que ces blessures cachées sont parfois plus dangereuses que des conflits ouverts. Parfois, la dispute, la bagarre est moins dangereuse que les blessures cachées. Et les blessures cachées, là, souvent, dictent nos actions, même de façon, je vais dire comment, insidieuse. Tu ne te rends pas compte, mais tu es influencé par tes blessures. C'est pour ça que l'idéal est de soigner ces blessures-là pour avancer dans la relation conjugale. La douleur que tu as influence de manière inconsciente ton comportement dans la relation. Tu commences à avoir des doutes, tu commences à avoir des soupçons, tu commences à ressentir que l'autre est on dit quoi, quelqu'un qui veut te tuer, quelqu'un qui est méchant. J'ai oublié l'expression qu'on utilise souvent pour ça. Et chaque non-dit devient quelque chose de difficile entre vous deux. J'aime ce que le psalmiste dit. Vous savez, la parole de Dieu est souvent très... Elle nous instruit, mais nous n'entendons pas. Et les gens se taisent devant les blessures. La Bible dit de manière très claire, c'est l'apôtre, c'est le psalmiste qui dit que quand il se taisait, ses os se consumaient. Et c'est exactement ce que la personne qui est blessée ressent. Des brûlures à l'intérieur, comme si on le brûlait de l'intérieur. Le psalmiste lui dit ses os se consumaient, sentait les os qui brûlent, qui sont en train de brûler complètement. Et donc, pour ouvrir cette séance d'aujourd'hui, merci déjà d'être là. Merci d'avoir accepté d'être une fois de plus avec nous. Je voulais commencer par une question d'ouverture. Quelle est la douleur? On a dit que chacun doit avoir son bloc-notes. Quelle est la douleur que tu n'as jamais réussi à exprimer dans ton couple? Quelle est la douleur que tu n'as jamais réussi à exprimer dans ton couple? Tu n'as pas besoin d'écrire dans le chat, mais tu peux commencer à travailler dessus dans ton cahier.
se disant, il y a quelque chose que j'ai jamais dit. Il y a quelque chose que j'ai jamais dit et, et qui me brûle. Hier, je vous racontais l'histoire d'un jeune couple que j'ai reçu. À la demande du monsieur, à la troisième séance, il a demandé que je discute avec sa femme seule. Et il me disait, tonton Roger, peut-être qu'elle se sentira plus en liberté de te parler seule. Et elle a saisi, c'est au bon. Elle était tellement contente à l'idée qu'on se rencontre. Et j'ai été extrêmement touché parce qu'à notre rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions. Elle a beaucoup pleuré. Elle était profondément blessée. Mais quand tu la voyais avec son mari, quand on discutait, tu ne pouvais pas imaginer les tonnes de blessures qu'elle portait. Tu ne pouvais pas imaginer toutes ces blessures qu'elle vivait dans sa relation conjugale. Et certaines de ces blessures venaient de son passé. Et elles ont été étouffées par son mari. Mais elle vivait cette relation conjugale de manière silencieuse. Elle n'osait pas évoquer ces choses-là dans la relation conjugale. Nous allons donc aborder les blessures aujourd'hui. J'en ai choisi 5 qui brisent les couples. C'est des blessures qui influencent celles qu'on connaît le plus. C'est dans le coaching privé qu'on peut aborder d'autres blessures qui sont plus subtiles, qu'il faut vraiment chercher avec la loupe pour trouver. Première blessure, c'est les blessures de rejet. C'est-à-dire quelqu'un qui se sent mis au deuxième plan, ne se sent pas désiré. On va voir ça dans les détails. Tu as les blessures d'abandon. C'est-à-dire qu'on est ensemble, mais on n'est pas, on est ensemble, mais on est seul. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais allé animer une conférence de couple à l'église évangélique du Cameroun. Le ministère des femmes de l'église, quoi, m'avait invité. Et le thème était très, très suspect. Le thème, c'était veuve pendant que ton mari vit encore. Ça sonnait bizarre. Mais il y a des femmes qui se sentent veuves pendant que le mari est encore vivant. Elles sont abandonnées. Elles vivent comme des veuves. Troisième blessure, les blessures d'humiliation. Le rabaissement, les critiques, les minimisations publiques et tout. Quatrième blessure, la trahison, les mensonges, les infidélités, les promesses brisées. Cinquième blessure, l'injustice, le fait de porter seul les responsabilités du foyer. Donc, commençons par la première blessure, la blessure de rejet. Comment elle se manifeste, la blessure de rejet? La blessure de rejet, c'est le fait de se sentir secondaire, sentir on n'est pas choisi, avoir même l'impression qu'on dérange l'autre, on n'est pas désiré, on n'est pas voulu. Je me rappelle, j'avais un groupe d'hommes comme ça que j'entraînais, et on était arrivé à la conclusion que la plupart ne se sentent pas attendus à la maison. Ils ont l'impression que cette maison-là ne leur appartient plus et qu'on veut même pas qu'ils rentrent à la maison. Ils se sentaient secondaires, ils sentaient qu'ils sont des intrus, des intrus dans leur propre maison. Dans un couple, on va sentir le rejet par la sensibilité énorme face aux critiques. C'est-à-dire que les gens n'aiment pas la critique. C'est comme si ça leur fait mal sur la peau, le fait qu'on les critique. L'autre signe dans ton couple, ça va être le fait que tu n'arrives pas à exprimer tes besoins. Tu as même peur de sortir tes besoins, d'en parler. Tu es toujours en train d'essayer d'adapter, tu es en train d'essayer de réfléchir sur comment tu vas présenter la chose sans que l'autre prenne ça mal et tout silence est mal interprété. Tu te tais, on dit que tu t'es tu. Je me rappelle une de mes filles qui au Canada me disait ça. Elle me disait que dans son mariage, tout ce qu'elle fait est interprété. Si elle se tait, on va lui reprocher de se taire. Si elle parle, on va lui reprocher de parler. Elle sait un peu ce qu'elle doit faire de sa vie. Alors, la source possible des blessures de rejet, c'est quoi? C'est parfois des enfances où on a été, on n'a pas expérimenté l'affection familiale, l'affection des parents. On s'est battu seul. C'est-à-dire que, étant encore enfant, on se battait déjà. On ne ressentait pas le soutien des autres. On avait l'impression que la vie, comme on dit souvent, c'est un combat. On a entré dans le combat de la vie très tôt. Et une personne comme ça, quand elle se marie, en général, elle ne connaît pas
Elle ne connaît pas l'affection conjugale, le genre, il faut qu'on soit ensemble. Elle pense que l'autre doit être de son côté et elle reste de son côté. Le rejet aussi peut venir des infidélités passées. Les infidélités passées peuvent pousser quelqu'un à ne plus avoir envie d'approcher l'autre, à ne plus avoir envie d'être en contact avec lui, à le rejeter malgré sa repentance. Je ne dis même pas la confession, je dis même la repentance pour dire qu'il est allé plus loin qu'une simple confession. L'autre refuse, l'autre le rejette. Et puis, les femmes, je parle particulièrement de femmes parce que moi, j'ai la liberté de parler des femmes ou des hommes. Les femmes parfois ressentent le rejet dans leur relation conjugale quand elles mesurent ce qu'on appelle la charge mentale, se rendent compte qu'à la maison, là, elle gère tout. Elle gère tout. Elle a l'impression que l'autre lui a tout rejeté, lui a tout mis sur le dos. On voit par exemple un mari, quand il rentre, il est sur WhatsApp, sur son téléphone, ou sur son ordinateur, ou sur son smartphone. C'est des éléments qui sont des rejets pour l'autre, que l'autre vit comme un véritable rejet. Il se sent rejeté. Mais Isaïe nous apporte une bonne nouvelle avec Isaïe 49, verset 15. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, il ne te rejette pas, même si les hommes te rejettent. Je pense que si tu sais méditer la parole de Dieu, note ce verset. Et si tu expérimentes le rejet, lis ce verset. Et tu vas te rendre compte en méditant ce verset que même si tout le monde te rejette, tu as quelqu'un sur qui tu peux compter. Lui, il ne te rejette pas. Comme je dis pour l'introduction, dans ton bloc-notes que tu as là maintenant, note-moi ce qui fait que tu penses que tu es rejeté. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es rejeté? Première étape, qu'est-ce qui me fait croire que je suis rejeté? Deuxième étape, qu'est-ce que je fais quand je suis rejeté? Est-ce que je me ferme? Est-ce que je contre-attaque? Qu'est-ce que je fais? Parce que ta démarche là va m'aider à t'accompagner si tu vis les blessures de rejet. Ce que tu fais déjà peut soit aggraver le rejet, soit atténuer le rejet, soit t'éloigner de ton conjoint. Donc, commençons par cette première blessure qui est celle du rejet. Réfléchis bien. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es rejeté? Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que tu fais quand tu expérimentes ce rejet-là? Maintenant, passons à la deuxième blessure, la blessure d'abandon. Tu te sens abandonné. Tu sens que l'autre t'a délaissé. Tu te sens émotionnellement seul. C'est-à-dire que vous êtes dans la maison, mais tu sens que tu gères ta vie seul. Vous êtes couchés dans le même lit, mais vous n'êtes pas ensemble du tout. Quand je disais ça à l'époque, les gens me disaient que c'est possible ça. Oui, c'est possible d'être dans le même lit et de ne pas être ensemble, hein. Tu vis l'abandon, pas d'attention, pas d'écoute. Parfois même, c'est plus grave, pas de présence. Tu as un mari qui sort ou une femme qui sort, disparaît, fait des jours sans informer à son conjoint où il est, où elle est, et revient quelque temps plus tard. J'ai eu à discuter avec une femme comme ça une fois, qui expérimentait vraiment l'abandon de son mari. Il était, il ne la gérait vraiment pas, hein. C'est-à-dire que déjà au niveau de l'intimité sexuelle, ça faisait très longtemps qu'ils n'ont pas expérimenté d'intimité sexuelle. Mais même physiquement, quand il rentrait, soit il allait s'enfermer dans la chambre, soit il allait s'asseoir au balcon avec son ordinateur. Elle avait l'impression il la fuit. Elle avait l'impression qu'il la fuit. Et émotionnellement, elle commençait à ressentir un véritable vide. Dans sa vie, elle sentait qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et parfois, ça pousse les personnes à commencer à chercher le regard des autres. Ça pousse la personne à commencer à chercher, pardon, chez les collègues, chez les amis, une petite attention. Ça génère parfois des personnes qui sont à la quête de la première attention. Et parfois, ça fragilise votre conjoint. Votre conjoint devient quelqu'un de fragile, à la recherche de où va lui venir le minimum d'attention. Les signes de ça,
C'est souvent les colères disproportionnées lors des absences. C'est le sentiment d'être seul pendant que l'autre est là. Et ça, nous expérimentons ça avec les couples que nous suivons. Quand tu prends un, il te dit, je me sens pas dans cette relation. Je ne sens plus mon mari. Ou alors, je ne sens plus ma femme. Mon cœur ne bat plus. Et comme son cœur ne bat plus, s'il est sincère, il va se retrouver dans un activisme religieux, le genre où il ou elle va à l'église tous les jours. Là, il est dans toutes les commissions à l'église. Ceux qui lavent, ceux qui évangélisent, ceux qui font les études bibliques, ceux qui Le fait d'être tout le temps à l'église devient comme une fuite. Il s'adonne aux occupations extra-conjugales parce que, se sentant abandonné, il cherche à se rattraper ailleurs. C'est des personnes qui sont très attachées aux réseaux sociaux, aux amis, parce qu'ils se sentent seuls, se sentent abandonnés. Ils expérimentent cette blessure-là. Et parfois, lors des absences, ils piquent souvent des colères qui sont inexplicables parce qu'ils sont blessés. C'est-à-dire que pour la même absence, une personne se serait comportée de manière plus modérée, mais lui qui vit la blessure d'abandon, ses comportements sont liés à tout ce qu'il a vécu avant. Et une personne comme ça, quand elle se retrouve avec vous, elle pèse, elle pèse. J'ai une comme ça qui m'a dit, je suis étonné parce que je rencontre quelqu'un, et je me dis, ça c'est une personne qui m'écoute, c'est une personne qui me comprend, et j'ai l'impression que cette personne m'esquive. Oui, toi tu ne vois pas que à cause de ta blessure d'abandon, tu es encombrant. Lui n'est pas abandonné, lui là, il mène une vie équilibrée dans sa famille avec sa femme et ses enfants. Et toi qui es abandonné, tu as tendance à trop peser sur lui. La ressource qu'il peut te mettre à disposition est inférieure à ton besoin. Parce qu'en réalité, la seule personne qui peut combler ton besoin dans ce domaine-là, c'est ton conjoint. Ce n'est pas les voisins, ce n'est pas les amis, ce n'est pas la famille, ce n'est pas l'église non plus. Et donc, ce sont des signes. Quand tu sens que tu t'attaches trop aux autres, c'est qu'il y a un souci à la maison. Dans quel moment te sens-tu laissé par ton conjoint? On a dit que notre semaine sera une semaine des gens qui sont des intentionnels, des gens qui ne se limitent pas aux émotions, mais qui travaillent de manière structurée. Quel moment de ta vie de couple tu te sens délaissé? Quel moment est-ce que tu te sens délaissé? Moi j'ai cité quelques symptômes, mais quels sont les éléments qui te permettent de penser que ton conjoint te délaisse? Quels sont ces éléments-là qui font que tu penses qu'il te délaisse? Tu sais, quand tu as une difficulté, je vais te donner ce secret-là, il faut nommer cette difficulté-là. Quand tu as une difficulté, il faut la nommer. Quand tu nommes une difficulté, tu as déjà commencé à résoudre le problème. Tu commences déjà à maîtriser la situation. Troisième blessure, c'est la blessure d'humiliation. Ça dit que tu te sens rabaissé. Tu sens qu'on te ridiculise. Tu sens qu'on t'infantilise. Tout le temps, on te corrige. Tout le temps, on te critique. On te minimise. Je voulais parler à des hommes, ceux qui sont connectés aujourd'hui avec nous. Il y a une espèce de complexe masculin qui pousse des hommes à avoir des attitudes et des comportements d'humiliation permanente. Des paroles du genre, si tu ne fais pas ça, on se sépare. Pour moi, c'est de l'humiliation. Des paroles du genre, tu me respectes ou on se sépare. Tu fais ceci ou... Pour moi, c'est rabaisser l'autre. J'étais dans un panel sur TikTok dernièrement et on parlait des amis avant le mariage. Est-ce qu'on doit garder les amis qu'on a eus avant les amis de sexe opposé avant le mariage? Et je vous assure, si vous entendiez les hommes qui passaient sur le plateau, le panel l'a parlé, mais à un moment, je leur ai dit, vous n'êtes pas déjà mariés, vous ne parlez pas comme des gens mariés. Parce que la manière dont ils parlaient de leur épouse, je lui interdis ça, ce n'est pas autorisé chez moi. Je dis, chez toi, comment tu peux être un homme marié? Il dit, chez moi.
Ça, c'est des expressions qui humilient. C'est des expressions qui rabaissent l'autre. Et tu as aussi des hommes qui sont blessés, qui ont des blessures d'humiliation. Pourquoi? Parce que peut-être il a perdu ses moyens matériels et que c'est son épouse qui vient gérer les problèmes du matériel financier et tout. C'est elle qui subvient aux besoins matériels et financiers et elle le lui fait savoir en le ridiculisant, en l'infantilisant, en lui montrant que c'est elle qui paye le loyer, parfois en racontant à tout le monde, parfois en posant des actes d'humiliation. Qui a pris l'argent ici? Est-ce qu'on ne s'est pas accordé que si tu veux de l'argent, tu me demandes? Quand tu dis ça à ton mari, un homme, tu l'infantilises et tu le blesses. Il peut ne rien dire parce qu'il est coincé, parce que matériellement, il n'a rien. Donc, il accepte. Mais intérieurement, il est blessé. Et les signes de la blessure, c'est quoi? C'est que les gens deviennent silencieux dans la discussion. Quand tu commences un genre de débat, il t'écoute seulement, il parle. Il évite même un genre de confrontation parce qu'il a peur que tu vas étouffer la blessure. Si je commence maintenant, ou bien il va encore étouffer la blessure que j'ai. Je préfère éviter. Et une femme à qui tu fais des reproches, tu ridiculises tout le temps, aura du mal à prendre des initiatives. Elle va toujours se dire, aïe, qu'est-ce que mon mari va dire? Qu'est-ce que mon mari va dire? Pourquoi? Parce que elle a peur de cette humiliation. C'est une blessure qu'elle ne veut pas ouvrir chaque fois. Celle qui n'a pas de blessure d'humiliation n'a aucun problème, aucun souci à prendre des initiatives. Elle prend des initiatives, elle appelle son mari, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et puis ça passe. Mais l'autre se dit, aïe, quand je vais sortir ça, avec mon conjoint autoritaire là, on va dormir aujourd'hui, on va dormir. L'humiliation aussi, c'est les comparaisons. Ton mari, disons simplement, ton conjoint n'est pas le conjoint de ton ami. Ce qui se passe dans le couple de ton ami, c'est pas la même chose qui doit se passer forcément dans ton couple. Donc, commencer à dire, tu n'es pas comme la femme de tel, regarde comment elle se comporte avec son mari, c'est que tu es en train d'humilier ton conjoint. Les comportements du genre, tu vois pas ce que le mari de l'autre fait, il est délicat, hein, il attend sa femme dans la voiture, toi tu ne le fais jamais, c'est de l'humiliation. Chez les hommes, ça va être des communications agressives. Il ne sait pas dire les choses doucement, il agresse simplement. Et chez les femmes, ça va être des sarcasmes, un genre de, comment on va dire ça, un genre de, un genre d'exclamation pendant que tu parles. C'est-à-dire que tu parles, pendant que tu parlais, elle te pousse un petit rire là. On dit sarcastique. Te pousse un petit rire là. Une petite blague pour montrer que tu dis des bêtises. Les choses comme ça humilient. Ça humilie. Et je voulais te demander, toi qui es humilié aujourd'hui, parce que je m'intéresse pas à celui qui humilie maintenant, mais toi qui es humilié aujourd'hui, qui sent cette blessure-là, est-ce que tu te souviens de ce qui t'a amené à t'enfermer, à te fermer, c'est-à-dire que à refuser tout ce qui peut encore te blesser? Est-ce que tu te souviens d'une chose qui t'a amené à adopter ce genre d'attitude-là, de fermeture, par peur d'être humilié tout le temps? Note ça dans ton cahier. À la fin, on pourrait en parler. Ça, c'est les blessures d'humiliation. Et nous faisons ça tous les jours dans nos groupes. Nous ne faisons pas attention et nous blessons. Nous blessons. Et le premier jour, le deuxième jour, hier, je vous ai dit qu'il y a des tonnes de blessures que nous mettons, que nous faisons à nos conjoints sans nous rendre compte, hein. C'est-à-dire, étant des bons maris sincères, étant des bonnes épouses sincères, on ne se rend pas compte que notre côté autoritaire blesse l'autre. On ne se rend pas compte. Et c'est pour ça que une rencontre comme celle-ci te permet de comprendre ce que tu fais de mal à l'autre. La quatrième blessure, c'est la blessure de trahison, l'infidélité. Aïe, aïe, aïe. Je crois qu'on est dans on va dire quoi, le siècle de l'infidélité. Non, pas la décennie de l'infidélité. J'ai l'impression que les années 2000,
20 là, l'infidélité atteint un niveau très élevé, surtout au niveau virtuel. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont fait même que tu entres en contact avec quelqu'un en cliquant simplement. Avant, il fallait te présenter, on faisait une enquête sur toi, tu écrivais une lettre d'amour, on mettait à la poste, ça fait 2 semaines, un mois, l'autre lit et te répond en passant par les intermédiaires. Ça faisait que l'infidélité était plus compliquée à mettre en place. Aujourd'hui, un simple clic et vous êtes mis en contact. Et vous allez donc voir que dans les couples, il y a l'infidélité numérique qui a dépassé les bornes. L'infidélité numérique. Je me suis rendu compte que dans certains couples, chacun a mis le mot de passe sur son téléphone. Son smartphone a son mot de passe. J'ai même vu d'autres qui ont mis des mots de passe sur les applications. C'est-à-dire que WhatsApp a son mot de passe, Instagram a son mot de passe, Facebook a son mot de passe. Donc, tu ne peux pas accéder à ces choses de rien. Parce que il y a un esprit d'infidélité derrière. Il y a, il y a comme un besoin de fonctionner dans ce cadre-là. J'ai été invité par l'Assemblée chrétienne à une convention des jeunes. À la toute première, j'étais l'invité, j'étais un des orateurs. Et j'ai dit aux jeunes là, vous avez des numéros dans vos téléphones qui sont des numéros ambigus, vous le savez. Vous savez quels sont les numéros qui sont ambigus dans vos téléphones. Pourquoi vous ne les effacez pas? Et je veux dire à un conjoint ici que pendant que nous parlons de blessures de trahison, il y a des numéros dans ton téléphone que tu ne veux pas que ton conjoint voit. Parce que tu sais qu'il se sentira trahi. Tu sais que tu l'auras blessé. Donc l'infidélité virtuelle, l'infidélité physique sont des blessures, sont des trahisons dans la relation conjugale. On se sent trahi par un conjoint infidèle. Et le plus grave aujourd'hui, j'ai fait un enseignement dessus à cause de l'expérience que j'ai eue, c'est que quand je discute avec certains hommes, je me rends compte que chez les hommes, particulièrement, je vous ai dit que je vais parler des hommes, je parle des femmes librement, hein. Moi, je n'ai pas à commencer à généraliser partout, alors qu'en généralisant, on n'arrive pas à bien expliquer les choses. Chez les hommes, il y a des infidélités assumées. C'est-à-dire, il y a des infidélités qui sont, on va dire, occasionnelles. En général, il n'est pas infidèle, mais c'est arrivé. Et après, il a pleuré, il s'est repenti. Mais il y a d'autres où je me rends compte que l'infidélité, pour lui, il assume. C'est-à-dire que ça ne lui pose aucun problème. Il assume son infidélité. J'ai eu une comme ça qui est venue me voir. Quel était son problème? Son problème, c'était que son mari avait une concubine. Et elle a fini par accepter l'idée qu'il ait une concubine, une copine. Mais le gars ne s'est pas arrêté là. Quand je parle d'infidélité assumée, il ne s'est pas arrêté là. Il a décidé qu'il veut l'épouser. Je parle aux filles camerounaises de l'Ouest là. Vous faites souvent quand vous allez vous marier comme si vous ne réfléchissez pas. Il faut que je vous dise les choses de manière simple et crue. Vous faites comme si vous ne réfléchissez pas. On dit régime polygamique, vous dites oui. Vous regardez votre gars dans les yeux, vous dites vraiment, avec l'amour que nous avons, on va seulement mettre sur les papiers pour les parents. Écrivons seulement, c'est pour les parents qu'on écrit. Mais nous-mêmes, nous savons qu'il ne sera jamais polygame. Eh bien, je t'explique que dès que tu as signé ça, tu ne peux plus l'empêcher d'épouser notre femme. S'il veut épouser notre femme, il l'épouse, on ne va pas l'accuser d'infidélité. La loi ne peut pas l'attaquer pour infidélité parce qu'il a épousé notre femme. Et donc, celle-ci, sa situation, c'est qu'elle s'est mariée au régime polygamique. Maintenant, elle est devenue chrétienne, elle regrette cela, mais c'est déjà écrit sur l'acte de mariage. Et le gars vient lui dire que lui veut doter l'autre. Elle lui dit, ça, c'est ton problème. Fais ce que tu veux, je n'ai pas le choix. Moi, je t'ai aimé, mais là où tu m'amènes maintenant, je ne me retrouve plus. Et elle lui dit, et il lui dit, moi, je vais l'épouser. Et il va au toquet-porte. Au toquet-porte de la femme, de la deuxième qu'il veut épouser, on lui dit clairement que voici la liste de la dot. Nous savons que tu es une première femme. Et nous n'accepterons ta dot que si tu viens avec la première femme. Parce qu'il faut qu'elle vienne dire ici qu'elle accepte notre fille. Et le monsieur rentre à la maison, dit à la femme que si je rate ce mariage, je vais te tuer.
C'est-à-dire qu'un genre d'infidélité assumée, c'est-à-dire que non seulement il assume, mais il te dit même que tu dois t'aligner pour l'accompagner, prendre ta coépouse. Que s'il rate ça, si tu fais que son deuxième mariage ne marche pas, vous allez vous sentir. On en a même vu qui, qui sont monogames, vivent dans l'infidélité, décident d'épouser la deuxième et demandent à la première de divorcer pour qu'il les repose à deux. La blessure de trahison aussi vient quand quelqu'un peut observer des mensonges à répétition. C'est-à-dire que il ne te fait plus confiance parce que toi, tu ne tiens aucun de tes engagements. Ce que tu dis, tu ne respectes pas. Du jour au lendemain, c'est oublié. Tu es passé à autre chose. Ça fait mal. Ça fait que l'autre se sent trahi. Parce que quand on se marie, on se jure fidélité. Et quelqu'un qui trahit la fidélité blesse celui qui est en face. Celui qui est en face commence à vivre une vie où il commence à se sentir en insécurité totale. Il n'a plus confiance du tout. J'ai vu des femmes qui ont demandé à leur mari, à cause de cette blessure, que maintenant, s'ils doivent avoir des rapports, ce doit être des rapports protégés. Sinon, ils n'ont pas de rapport. J'ai vu des femmes imposer à leur mari, à leur retour, de se laver en disant que je ne sais pas d'où tu sors. Tu vois que les soupçons se développent à ce moment-là. On n'est plus très, très, très à l'aise. Tu vois, l'autre va commencer à chercher, euh, je ne sais pas comment, elle va commencer à chercher à être en contact plus avec les enfants qu'avec son conjoint parce qu'il ne lui fait plus confiance. Pour ceux qui veulent même encore avancer, qui sont sincères, qui veulent faire avancer leur relation, ils vont te tuer des questions. Quand tu rentres, tu dois expliquer là où tu étais, pourquoi tu étais là-bas, avec qui tu étais, tu es où, avec qui, tu fais quoi, pourquoi. Alors qu'une personne qui n'est pas trahie, tu lui dis, je suis à tel endroit, tu rentres dans combien de temps? On t'attend pour manger. Et la conversation continue. Mais quand tu as montré les mensonges, mensonge sur mensonge, infidélité sur infidélité, quand tu dis, je suis à tel endroit, on dit, mais explique bien. Quand tu dis à tel endroit, tu es avec qui? Et tu fais quoi là-bas? Pourquoi tu es là-bas? C'est obligé que tu y sois. Parce que l'autre n'est plus à l'aise. Tu ne t'es pas montré transparent. Tu as codé ton téléphone. Quand tu es dans les réseaux sociaux, la personne approche, tu changes de page. Tu as une double, on va dire quoi, une double vie sociale. La personne que tu as à la maison n'a rien à voir avec la personne que tu es au bureau. Ça n'a rien à voir avec la personne que tu es avec tes amis. Tu es dans la duplicité. Et tu ne te rends pas compte que cette duplicité-là détruit ta relation conjugale. Si au moins ça détruisait seulement la relation conjugale, mais ça blesse aussi l'autre. Ça le blesse, il devient un blessé, blessé par la trahison. Et la conséquence de sa blessure par la trahison, c'est que il va porter ça dans d'autres relations. Il ou elle va arriver dans une autre relation professionnelle, familiale, tout ça, avec un esprit de suspicion permanente. Ne te fais confiance à personne. C'est comme ça que vous allez entendre des affirmations du genre les hommes sont infidèles. Oh, quand tu dis que mon mari est infidèle, on dit quoi? C'est des personnes qui ont été blessées. Elles n'y croient plus. Elles ne croient plus que la fidélité soit possible parce qu'elles ont été blessées. Et je vous assure, ces blessures détruisent plus que les disputes. Les blessures silencieuses, là. Mais le Seigneur nous dit dans le psaume 147, verset 3, qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu annoncer une nouvelle, celle qu'il guérit les cœurs qui sont brisés. Si ton cœur est brisé, le Seigneur guérit les cœurs brisés. J'aime écrire un excellent livre dessus. J'ai écrit un livret, c'est même pas un livre, c'est un livret sur les cœurs brisés, les trois premiers gestes quand tu as le cœur brisé. Et nous avons offert, peut-être que je vais mettre dans le groupe ce soir ou demain, nous avons offert un cours gratuit sur les personnes qui sont blessées par l'infidélité de leur mari. L'infidélité de leur mari. On a fait un petit module qui permet de, de participer, d'avancer dans dans leur vie conjugale. Parce que pour moi, l'infidélité ne veut pas dire qu'on se sépare.
L'infidélité, ça veut dire qu'il y a un problème et il faut l'aider. Quand je dis comme ça, les gens qui ont les blessures de trahison, là, ils me regardent, ils disent que monsieur, si c'est de quoi il parle. Parce que pour elle, c'est qu'on doit seulement condamner. On doit condamner l'infidèle. Quand il y a des infidélités, on a dit qu'ils sont occasionnelles. Les infidélités assumées, moi, je ne suis pas compétent pour soigner les infidélités assumées. Et ils ont besoin de la cure d'âme, d'aller voir un pasteur ou un psychologue. Le pasteur peut chasser les mauvais esprits. Le psychologue peut l'aider à changer de comportement. Moi, je suis conseiller conjugal, je suis coach conjugal. Je n'aide pas les gens qui sont des infidèles assumés. Eux, ils m'ont dépassé. La question que j'ai pour toi qui as vécu une blessure de trahison, c'est de savoir est-ce que tu pardonnes ce que tu as vécu et est-ce que tu es prêt à évacuer? Est-ce que tu es disposé à travailler pour sortir de cette situation? Et j'ai vu des femmes, j'entends des choses, hein, c'est bien que je partage quand même avec vous. J'ai vu des personnes à qui des personnes qu'on a essayé d'aider. On essaie d'aider à quelqu'un à gérer l'infidélité de son mari, c'était une femme, et ce elle voit, c'est que il n'a pas quitté l'infidélité. Et elle te dit que la seule solution pour qu'il n'y ait plus, pour qu'elle puisse se remettre, c'est que lui, il quitte l'infidélité. S'il ne quitte pas l'infidélité, elle n'est plus là, elle n'avance plus. Moi, je leur dis souvent que vous aimez la souffrance, c'est votre problème. Moi, je veux t'aider à vivre heureuse malgré l'infidélité de ton mari. Tu dis que s'il ne change pas d'infidélité, s'il ne devient pas fidèle, la vie ne va plus reprendre. Tu vas rester souffrir là. Et tu vas voir d'autres qui ont eu des conjoints infidèles, mais qui ont réussi à renverser la tendance, qui ont réussi à vivre heureuse malgré cela, qui ont réussi à trouver un véritable centre d'intérêt qui leur permet d'être heureuses malgré l'infidélité de leur conjoint. Donc là, c'est de la blessure de trahison. Passons à la dernière blessure, la blessure d'injustice. Il y a des conjoints, je vais vous présenter une situation. Tu as un conjoint qui trouve son conjoint dans des disputes, dans un problème. Et le conjoint prend le parti de celui de dehors. Prend le parti de celui de dehors. Il dit, ah, je te connais, je te connais. Si l'autre se plaint, c'est que c'est vrai, on se connaît. Ça crée à l'autre une véritable blessure d'injustice. Je vais vous raconter une histoire qui me concerne personnellement. J'ai rencontré un doyen, le doyen de l'université catholique à l'époque. Ma femme enseignait à l'université catholique et on l'avait envoyé abusivement. Mon épouse avait un groupe d'études bibliques et elle travaillait avec le curé de l'université catholique, l'aumônier, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et l'aumônier avec qui elle travaillait a eu sa bourse, il est parti en Europe et on l'a remplacé par un autre aumônier, plus traditionnaliste, qui trouvait anormal qu'un protestant, une protestante, dirige l'étude biblique à l'université catholique, là où on forme des, des théologiens, des prêtres. Parce que cette université avait un département, une faculté de théologie. Et donc a décidé de suspendre l'activité de mon épouse par une thèse en disant on va réorganiser le groupe d'études bibliques et tout et tout. Le blablabla que les gens font souvent pour éviter, pour mettre de côté une procédure qui a commencé. Et elle, en attendant qu'on restructure, a continué à travailler avec les gens dans son bureau. Et apparemment, ça n'a pas plu au, au, au- au- à l'aumônier. Et on l'a donc traduit au conseil de discipline de manière abusive. On ne l'a pas laissé s'expliquer et on l'a renvoyé. Et je suis allé prendre ses effets. Je vais l'aider à déménager ses effets. Et quand je vais l'aider à déménager ses effets, je tombe sur le doyen que je connais parce que ma femme enseigne là-bas, donc j'étais régulier là-bas. On s'est même rencontrés quand elle fêtait son 40e anniversaire. C'était des invités. Donc, on a gardé une bonne relation avec même un certain nombre de personnalités qui travaillaient là-bas, euh, comme Maître Assira.
c'était son collègue, j'ai gardé une bonne relation avec lui. Et donc, j'arrive et le doyen m'appelle dans son bureau avec mon épouse. Il me dit, Monsieur Fondi, je ne veux pas que tu gardes une mauvaise image de moi, mais il faut que je t'explique ce qui s'est passé. Il faut que je t'explique ce qui s'est passé. Et je lui ai dit, si j'étais seul, peut-être je t'aurais écouté, mais c'est important que tu saches que ma femme m'a tout raconté. Et il m'a dit, oui, j'imagine qu'elle t'a tout raconté, mais ça aurait été bien que tu écoutes ma version. Et je lui ai demandé, mets-toi un peu à ma place. J'écouterai ta version, pourquoi? Pour balancer avec la version de mon épouse et voir là où elle a tort ou là où elle a raison. Ma femme vient de subir une injustice de votre part. Vous l'avez renvoyée abusivement, c'est déjà très grave. Et maintenant, vous voulez me convaincre de vous écouter, m'expliquer comment elle a fauté. Je lui ai dit, c'est mon épouse, je crois en elle et ça va continuer comme ça. En fait, certains me l'ont reproché en disant, non, tu ne devais pas faire ça. Mais je voulais vous dire que le dire devant le doyen ne veut pas dire que elle et moi, on n'a pas discuté sur les pour et les contre, les fautes qu'elle a commises, les fautes qu'elle n'a pas commises dans ce dossier. Mais j'ai dit, je ne vais pas discuter de ça avec une tierce personne. Je vais discuter de ça seul à seul avec elle. Et c'est ce qu'on a fait. Et je parle de ça pourquoi? Parce que j'aurais pu la blesser davantage en écoutant le discours de l'autre, en hochant la tête quand il dit certaines choses qui me semblent pertinentes et tout ça. Je me suis dit, ma responsabilité, c'est de la protéger face aux agressions extérieures. Et quand on est rentré à la maison, déposer le dossier sur la table et lui dire, oui, vraiment, tu aurais pu faire différemment, tu aurais pu aborder les choses différemment. La personne est blessée quand elle se sent toujours désavantagée. J'ai vu un couple où la grande sœur du mari grondait l'épouse. La grande sœur du mari venait, elle gronde, elle fait asseoir la fille là, elle le gronde, elle la gronde, que je ne veux plus entendre ça. J'ai demandé au gars là, mais tu es marié ou bien tu es dans un rapport de partenariat avec ton épouse où ta grande sœur franchit le cap de l'acte de mariage qui fait de vous une seule chair pour entrer à l'intérieur, commencer à gronder ta femme, commencer à dire des choses. J'ai vu des parents sermonner la femme de leur fils. Pour moi, c'est de l'injustice quand un mari accepte ça. Tu blesses ton conjoint, tu le blesses. L'autre injustice, c'est aussi au niveau des tâches ménagères. C'est bien qu'on parle entre hommes ici, les hommes qui sont là. Les hommes qui sont là. Laisser toutes les tâches ménagères à la maison à ton conjoint, c'est injuste. Soyons d'accord là-dessus. C'est injuste. C'est même pas honnête. Parce que si vous êtes honnête, vous devez repartir les tâches. Si vous êtes honnête, vous devez tenir compte du fait que l'autre a des soucis, que l'autre se fatigue aussi. Je me rappelle même à ce sujet, à l'époque, j'étais jeune, j'étais chef de projet. Il y avait un projet au Cameroun qu'on appelait CJPES. J'étais le chef de projet technique. Et parfois, on travaillait tard la nuit. C'est un projet d'informatisation de la gestion du personnel de l'État. Et ma femme était ingénieure dans le même projet que moi. Et donc, on était ensemble au projet. On n'avait pas d'enfants. On était deux jeunes sortis fraîchement à l'université. On était très enthousiastes et tout. Et un jour, je raconte à un de nos étés du projet, je lui raconte un peu comment ça s'est passé le soir, parce que ce soir-là, on est rentré tard, parce que les Américains du FMI devaient venir voir ce que nous faisions et tout, dans les projets que l'État avec le FMI. Et on a travaillé jusqu'à pratiquement 3h30. Et donc, à cette heure-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché un endroit dans la ville de Yaoundé où on pouvait manger. Et le seul endroit où on était sûr de trouver quelque chose s'appelle Mini-Ferme, pour ceux qui connaissent Yaoundé. Mini-Ferme de l'époque. Donc, on est allé là-bas, Mini-Ferme, on s'est fait un petit plat rapidement là, on a mangé et on est rentré dormir. Et le lendemain, en parlant de notre soirée, comment chacun a géré l'heure tardive avec laquelle on est parti, on a raconté l'histoire. Et il y a un aîné qui m'a tiré de côté, un aîné du projet qui m'a tiré de côté, il m'a dit, mais Roger, ta femme se fatigue, tu vas arriver, ta femme se fatigue, tu vas arriver avec ce discours-là. Je veux dire que non, il faut être sincère là-dessus. La femme se fatigue. La femme se fatigue et la charge mentale la blesse. Le fait que ce soit la seule qui pense à tout, aux répétitions, à la nourriture, au ménage, à tout à la maison, ça blesse. Et elle se sent
Elle sent que c'est injuste. Et c'est pour ça que quand elles viennent sur le conseil, elles explosent, elles pleurent, que c'est injuste. Quelqu'un avec qui on a grandi ensemble, il voit comment je souffre, il a les deux pieds sur la table, il regarde la télé ou il est sur WhatsApp. On est rentrés ensemble. Parfois même, sa femme a un poste supérieur aussi en entreprise. Mais il vient, il joue le roi à la maison. Elle doit tout faire. Ça va donc générer comment on appelle ça? L'amertume, l'aigreur. Ça va amener même la personne à dire, OK, je, je vais tout faire. J'ai des femmes qui me disent, je fais tout. Et je dis souvent aux hommes, quand nous prenons notre petit pot là au bistrot, je leur dis, faites attention à une femme qui fait tout. Une femme peut faire tout par désespoir et non parce que elle aime tout faire. Elle peut faire tout parce qu'elle est désespérée. Et elle se dit, si elle ne fait pas, comment ça va se passer? Ce n'est pas bon pour toi. Le jeune frère qui écoute, qui me suit maintenant, c'est pas bon pour toi. Que ta femme fasse des choses par désespoir. Parce que si elle ne fait pas, ce ne sera pas fait. Elle finit par faire. Ça, c'est ça que j'appelle l'autosacrifice exagéré. C'est-à-dire, elle se flagelle. Et une autoflagellation de ce genre ne peut pas produire des bons fruits pour le couple. Et je crois que toi qui m'écoutes, tu vois et tu essaies ça, que ça ne peut pas produire des bons résultats pour le couple. Tu sais que ta femme a géré les enfants. Toi, tu restes au bar. Tu restes au bar, tu rentres tard. Tu ne te demandes pas comment elle a pu gérer quatre enfants. Elle aussi, elle travaille. Elle est rentrée, elle a fait à manger, elle a nettoyé les enfants, elle a fait les répétitions aux enfants. Tu rentres à minuit. Tu trouves que les enfants dorment déjà. La maman a fait les devoirs. Elle est épuisée. C'est-à-dire qu'elle a été épuisée au bureau, comme toi, et puis elle a été épuisée par les tâches domestiques. À la fin, mon frère qui m'écoute maintenant et qui me suit, elle va expérimenter ce qu'on appelle la blessure d'injustice. Elle va commencer à dire, c'est pas juste. Elle va commencer à ressentir dans son cœur de l'amertume. Elle va trouver injuste que son couple, c'est injuste. Je pose donc la question à toi. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas juste dans mon couple? Toi, ma soeur, ou toi, mon frère. Qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui, au moment où nous travaillons, le troisième jour, qu'est-ce qui peut te permettre de dire que c'est pas juste ce que je vis dans mon couple? Qu'est-ce qui peut te permettre de dire que c'est injuste ce que je vis dans ma relation conjugale? Tout à l'heure, il y a certaines personnes qui m'ont écrit une box là pour me dire qu'ils n'arrivent pas à se connecter. Je ne sais pas si finalement ils ont réussi. Mais en général, nous n'avons pas souvent les problèmes de connexion, sauf quand c'est les opérateurs qui nous empêchent de nous connecter. Maintenant qu'on a vu les 5 blessures qu'on peut avoir dans la relation, c'est important d'aller de l'avant et de voir comment ces blessures agissent dans la relation, comment elles détruisent silencieusement. Quand je te disais tout à l'heure que le fait qu'elle s'abandonne, elle s'autoflagelle, elle dit elle fait tout. Toi, tu es content, c'est reposant, mais c'est en train de détruire. Ça détruit progressivement, petit à petit. Ça ronge, ça détruit votre intimité. Tu commences à négocier avec ton épouse, tu veux avoir des rapports, tu sens qu'elle est distante, tu sens qu'elle fait pas que faire, tu sens qu'il n'y a plus la chaleur de début, qu'elle n'est plus trop partante parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle trouve que tu es égoïste. Elle me disait souvent ça, que vous êtes égoïste. Tonton Roger, les hommes sont égoïstes. C'est des mots qu'elle me disait. Moi, je ne pense pas que pour les hommes qui ont entendu parler de la blessure d'injustice, ils devraient laisser que leur conjoint continue à expérimenter cela. Comment ça va impacter le couple? Un, la conversation va devenir un champ de mine. C'est-à-dire que un mot mal placé là, les bombes vont se mettre à exploser. Poum, 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 poum. Donc la communication va commencer à souffrir à cause des blessures. Parce que la blessure t'amène à agir d'une certaine façon. La peur d'être blessé à nouveau, la peur qu'on étouffe et le fait de vouloir ne plus être blessé, les mécanismes de défense vont fausser la communication. Elle ne sera plus authentique, elle ne sera plus fluide parce que tout le monde aura peur. Peur que ça peut se gâter. Tu peux aussi avoir des réactions disproportionnées. Imagine cette femme dont on vient de parler, qui fait tout à la maison. Imagine quand elle se gâte,
quand elle se gâte là, c'est le rappel depuis qu'elle a commencé à faire tout ça seule. Toi, tu te dis, mais un petit truc comme ça, tu te gâtes comme ça. Ah oui, parce que ce n'est pas le petit truc qui vient de se passer. C'est une ancienne blessure de depuis là qui vient de se déclencher parce que tu as touché ce que tu ne devais pas toucher. Et la troisième chose, c'est la distance que ça crée. Je disais tout à l'heure que l'intimité commence à prendre un coup. Vous commencez à vous rendre compte que vous avez besoin de plus de techniques pour vous épanouir sexuellement, alors qu'avant, sexuellement, vous n'avez pas, c'était instinctif, on n'avait pas besoin de réfléchir. Ça marche, ça marche. Vous commencez à voir que ça marche plus facilement et le ressentiment grandit progressivement et empoisonne tout. La joie devient la méfiance. La joie devient véritablement la méfiance. Voilà un peu les choses qui arrivent quand vous n'avez pas soigné cette blessure-là. C'est pour ça que dans mes coachings maintenant, j'insiste beaucoup pour travailler avec les gens sur ce qu'ils peuvent avoir comme blessure qui les empêche de s'en sortir. Et comment on va faire? La première chose, je l'ai dit au début, c'est qu'il faut donner un nom à la blessure. Donner un nom à la blessure. La Bible dit que c'est la vérité qui rend libre. Définir, ça dit que identifie qu'est-ce qui se fait. Parce que plusieurs personnes qui viennent en pleurant, là, ils pleurent, tu demandes qu'est-ce qui te fait pleurer, en fait. Il y a une qui m'a dit que je pleure facilement. Je lui ai dit, c'est pas vrai. Si tu pleures facilement, c'est qu'il y a quelque chose qui t'amène facilement à pleurer. Tu ne peux pas dire que tu as seulement, on cause tranquillement et puis tu te mets à pleurer. Tu me dis que moi, je pleure facilement. Ça veut dire que tu as une blessure qui se réveille chaque fois. Tu as une blessure qui te dérange. Nommer la blessure. Qu'est-ce qui m'a blessé? Qu'est-ce qui me fait mal dans ma vie conjugale là? Qu'est-ce qui me fait mal aujourd'hui? Tu peux avoir plein de choses, hein. Dans une discussion privée avec toi, on va se rendre compte que, bon, ces choses-là, tu as exagéré un peu, peut-être même que c'est pas ça, mais a priori, quand tu penses à ta relation conjugale, qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui te fait mal? Parce que c'est cette vérité-là qui va t'aider. Le seul fait de pouvoir nommer cette chose qui te fait mal est déjà un premier pas vers la guérison. Quand tu as trouvé ce qui te fait mal, il faut dire ce que tu ressens et pourquoi tu le ressens. C'est-à-dire ouvrir son cœur et dire, mais je ressens ceci parce que. Essayer de donner une raison pour laquelle tu ressens cela. Et c'est ça qui va nous permettre de bien gérer la blessure. Parce que quand nous allons observer que la même chose, il y a des personnes qui la vivent et ne sont pas blessées, on pourra voir que cette blessure n'est pas anodine. Elle est la conséquence peut-être de quelque chose d'autre qui fait que quand le mauvais acte, la mauvaise attitude, le mauvais geste, la mauvaise parole arrive, ça trouve un terrain fertile. Ça explique donc pourquoi la mauvaise parole là, chez quelqu'un d'autre ne trouve pas un terrain fertile. Ça ne fait pas mal. Lui n'a pas mal, mais toi, tu as pourtant mal. Et dernière chose, parce que là, j'étais en train d'expliquer comment la blessure peut relever un besoin non comblé. Parfois, les gens sont blessés parce qu'il y a un véritable besoin qui est caché, qui est non comblé. Et puis enfin, maintenant, créer un temps hebdomadaire cœur à cœur où vous priez ensemble, vous lisez la parole ensemble et vous pratiquez le pardon intentionnel. C'est dit comme ça très simplement, mais en fait, je vous recommande de vous faire coacher. Si c'est ce que vous ressentez, je vous recommande de négocier un coaching. Négocier un coaching pour pouvoir sortir de cette situation-là, étant accompagné par quelqu'un. Donc, je vais te proposer un petit atelier. Quelle est la blessure que tu as? Parmi les cinq que j'ai cités, quelle est la blessure qui résonne le plus fort chez toi? Deuxième étape, quelle est l'origine de cette blessure-là? Ça vient d'où? D'après toi, hein? Pas pour dire que c'est forcément vrai, mais d'après toi, cette blessure vient d'où? Cette blessure vient d'où? Qu'est-ce qui a causé cette blessure? D'après toi, qu'est-ce qui a bien pu causer cette blessure-là? C'est la deuxième chose. La troisième chose, qu'est-ce que tu ne dis jamais à ton conjoint de peur d'être blessé? On a dit que notre semaine-là, c'est intentionnel, hein. Donc, on est dans le concret, le pratique.
Qu'est-ce que tu n'oses pas dire à ton conjoint de peur de te blesser ou de le blesser? Il faut que toi et moi on en parle. C'est peut-être l'une des choses qui te bloque actuellement dans ta relation conjugale. Quel est ton vrai besoin? Qu'est-ce que tu aimerais? Comment tu envisages ton couple? Quand je forme les jeunes au mariage, je leur donne souvent une brochure que j'ai appelée les grandes attentes, dans laquelle chacun exprime à l'autre. Les grandes attentes, c'est plusieurs questions hein, sur la vie conjugale, où chacun exprime à l'autre un peu ce qu'il attend de la relation dans laquelle ils sont. Quand vous avez travaillé sur les grandes attentes, l'autre peut connaître quels sont tes vrais besoins. Et puis, quelles sont les premières actions que tu vas poser ce soir pour que le changement commence dans ta maison. Quelles sont ces actions-là? On avait dit que notre programme doit durer 1 heure pour ne pas trop déranger. Donc, on va aller rapidement pour la dernière partie. Comment aborder la blessure? Lors ta souris nous dérange là. Ta souris met les croix partout, partout. Comment on peut parler sans créer une dispute? Comment parler de sa blessure sans que l'autre se sente agressé? Si vous aviez mon livre, Les 21 jours pour son conjoint, je vous aurais dit d'aller lire le chapitre consacré à comment se plaindre sans accuser. Il y a un chapitre Comment se plaindre sans accuser où j'explique la méthode OSBD. Mais pour ceux qui n'ont pas le livre, je vais vous présenter une autre méthode. Pour que l'autre ne se sente pas accusé, n'utilisez pas de tu. Il faut dire je me sens blessé au lieu de tu m'as blessé. Je me sens blessé au lieu de tu m'as blessé. Deuxième chose, il faut pouvoir choisir le bon moment. La Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose. Il faut choisir le bon moment. Et quand on dit le bon moment, là, ne voit pas seulement le moment au niveau du timing, mais voit aussi le moment au niveau du cadre, des circonstances. Donc, il faut vraiment un espace qui est bien aménagé, un espace sûr, qui tient compte du temps, qui tient compte des circonstances, de l'état émotionnel et tout. Trouve ce bon temps-là. Et dans ce bon temps-là, tu exprimes ce que tu ressens. C'est même ce qui est dit dans la méthode OSBD. Tu dis ce que tu ressens. Pas ce que l'autre te fait sentir, mais ce que toi tu ressens. Et je dis ça par quoi? Parce que les émotions ne se discutent pas. Tu n'as pas à discuter tes émotions. Tu ne discutes pas ces émotions non plus. Donc tu dis, voilà ce que je ressens de notre vie. Voilà ce que je ressens. Et n'engage pas cette discussion si tu n'as pas une proposition de solution. Ne viens pas seulement poser les problèmes, mais suggère une solution. C'est bien, dans OSBD, il y a le besoin et la demande qui sont la solution que je propose. Qu'est-ce que tu proposes pour qu'on sorte de là, pour reconstruire la confiance? En retenant que la parole douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Voilà un peu ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Demain, nous passons à autre chose. Et ne laisse donc pas 2025 se répéter en 2026. Il ne faut pas qu'une blessure qui n'a pas été guérie en 2025 soit ce qui va détruire votre couple en 2025. La Bible dit que l'Éternel est auprès de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Donc, choisis une blessure ce soir et ouvre ton cœur avec douceur. Parle à Dieu ce soir d'une de tes blessures. La parole vient de dire que il est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Ça veut dire qu'il est là. Il a promis. Parle-lui ce soir. Nomme la douleur. Parle à Dieu de ta douleur avant d'envisager parler à l'autre. Je n'ai pas dit de parler même à l'autre maintenant. Parle d'abord à Dieu. Gère ça d'abord avec Dieu. Demain, donc, nous allons parler de complice ou colocataire. Comment raviver la connexion émotionnelle et spirituelle. Si vous avez été béni par ce message, s'aimer avec joie dans l'œuvre. Voilà nos numéros orange, numéro Momo. Votre générosité nous honore et nous encourage aussi. Notre ministère a besoin d'énormes moyens matériels et financiers. Tout matériel que vous mettez à notre disposition sera utilisé pour le ministère et tout moyen financier que vous mettez à notre disposition sera aussi utilisé pour le ministère. Que Dieu vous bénisse. On va donc arrêter l'enregistrement et passer aux questions-réponses.